Alors, commençons sans plus tarder et permettez-moi de vous présenter notre première conférence du jour intitulée La face cachée de l'ESG, une solution insoupçonnée pour des négociations réussies dans une perspective de croissance et de durabilité consentie. Tout qu'un titre, vous me direz. Alors, pour le mot d'introduction, nous aurons le plaisir d'entendre Maître Jonathan M. Fecteau, associé en droit municipal et en expropriation chez De Grand Prix Chez. Par la suite, nous aurons l'honneur d'écouter notre conférencier, Nicolas Desourdis, président immobilier chez Carboneo. Alors, accueillons-les sur scène et bonne écoute. Alors, bonjour. C'est moi qui ai l'immense privilège aujourd'hui de vous présenter le premier conférencier à cette 8e édition du Grand Batimatech, Nicolas Desourdis, président et associé chez Carboneo. Je connais Nicolas depuis 15 ans et je peux vous assurer qu'il a une très grande expertise dans l'industrie. Chez Carboneo, Nicolas joue un rôle clé dans la création de produits, dans la planification stratégique et dans le développement de projets. Année après année, Carboneo repousse les limites en termes de développement durable. Il suffit de voir, et on va le voir du vidéo plus loin, ce qui se passe au Royal Mount. Nicolas incarne certainement l'engagement de Carboneo envers l'innovation, envers la responsabilité sociale et envers la construction d'un monde plus durable. Pour Carboneo, doing what has always been done is never the option. Et donc, aujourd'hui, Nicolas va nous entretenir sur la face cachée des paramètres environnementaux, sociaux et de gouvernance, souvent appelés les paramètres ESG. Il va nous présenter l'impact méconnu de l'intégration des paramètres ESG au sein d'une entreprise, à savoir leur potentiel de catalyseur dans des négociations réussies. Généralement, les ESG sont perçus comme étant un ensemble de critères qui servent à évaluer la responsabilité sociétale d'une entreprise. Cependant, ils peuvent être bien plus qu'une simple cote qu'on attribue à une entreprise. Ils peuvent être un outil puissant dans la réussite de négociations lorsque l'on aligne des objectifs commerciaux avec des pratiques durables et éthiques. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir un expert dans le domaine qui saura nous partager ses connaissances et échanger sur des idées innovatrices. Sans plus tarder, je vous demande d'accueillir Nicolas Desourdis et je vous souhaite une agréable conférence. OK, bonjour tout le monde, ça va bien? All right. Par main levée, qui connaît Carboneo? Oh, quand même, OK. On doit faire une bonne job sur les réseaux sociaux ou quelque chose. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de ESG. ESG, c'est un terme connu, mais aussi méconnu. Puis, ce qu'on m'a demandé, c'est de se rallier au thème de Batimatech, fait que l'humain au cœur de la transformation, qui cadre extrêmement bien avec notre vision chez Carboneo. Et donc, aujourd'hui, je vais vous exposer quelques facettes derrière une stratégie ESG, puis l'impact que ça peut avoir sur une compagnie puis un projet, pour essayer de vous rendre ça un petit peu plus concret. Donc, Carboneo, on est connu pour nos 3 projets. Là, on a évidemment Royal Mount qui est au coin de la 15 et la 40. C'est le plus grand projet immobilier privé au Canada. Okay? C'est assez extraordinaire. Là. C'est au-dessus d'1 milliard la première phase. Puis il va en avoir 20 autres. Peut-être pas aussi grosse la première, mais quand même. On a le quartier 1030 que depuis plusieurs années, on a été impliqué. Depuis juin 2022, là, on a refait une transaction où est-ce qu'on a racheté les intérêts d'Oxford Properties, puis on est maintenant en contrôle à 100% de la propriété. Fait qu'on est le manager, puis on est aussi le développeur de la propriété. En toute honnêteté, le quartier 1030, aujourd'hui, ce n'est pas un exemple là, au niveau ESG. Okay? On a beaucoup de stationnement extérieur, on a beaucoup d'îlots de chaleur. Mais on a un plan à 10 ans de décarbonisation. Pourquoi? Bien parce que ça fait partie de notre vision puis de comment on veut transformer l'actif. Puis évidemment, on a le Four Seasons à Montréal. Si jamais vous n'êtes pas allé, honnêtement, c'est une super belle occasion de faire un petit staycation, OK? Avec celui ou celle que vous aimez. Puis je vous encourage à aller essayer le restaurant Marcus. J'ai le plaisir aussi de vous annoncer qu'on vient tout juste d'être certifié B Corp. Qui connaît B Corp? Quand même. Fait que B Corp, c'est une certification mondiale. Il y a environ 7000 entreprises qui sont certifiées B Corp dans le monde. Il y en a à peu près une centaine au Québec. Fait que on pourrait parler d'un groupe élite. On est extrêmement fiers.
Ça met l'emphase sur 3 choses, sur l'impact social, sur l'impact environnement, puis sur la gouvernance et l'éthique d'une entreprise. Puis on est évalué sur 5 points. OK? Fait que la gouvernance, collaborateur et collaboratrice, ce qui veut dire vraiment les employés. La collectivité, fait que la communauté, évidemment, environnement, fait que le E dans ESG est souvent plus facile. Puis on a nos clients, fait que l'externe, des fournisseurs ou des gens même qui vont faire affaire avec nous. Puis le tout est évalué extrêmement rigoureusement. Là. C'est un système de pointage. D'ailleurs, je tiens à saluer, là, on a Patrick qui est ici. Là, tu peux lever la main, Patrick. C'est notre directeur de développement durable. Là. C'est entre autres grâce à lui, c'est beaucoup d'ouvrages. Fait que merci. Et on doit faire preuve de beaucoup de transparence. Fait que, tu sais, je reviens au G, à gouvernance, mais il faut être transparent dans notre démarche. Puis, comme on a fait cette démarche-là, certifié B Corp, de 1, parce qu'on y croit, 2, on va avoir l'impact, puis troisièmement, on veut se mesurer, puis on veut avoir du succès. Donc, ça nous oblige, dans le fond, à s'aligner avec ça. Chez Carbon Léo, puis dans nos projets, on est aussi aligné avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Je vais passer rapidement, là, parce que je suis sûr qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déjà familiers avec ça. Mais bref, tout ce qui est bien-être, l'eau, l'énergie, la communauté, des trucs comme ça, mais je vais rentrer un petit peu plus en détail dans notre présentation. Fait que la première facette que j'aimerais vous parler d'une stratégie ESG, c'est tout ce qui est marque employeur. OK? Fait que, ici, vous voyez, mettons, nos valeurs, résiliation, orientation client, responsabilisation, innovation, passion. Mais je peux vous dire là, que d'avoir une stratégie ESG, mais plus que d'avoir une stratégie de poser des actions concrètes, ça a un impact direct sur la rétention des employés, puis surtout quand on engage. Depuis qu'on est certifié B Corp, là, fouillez-moi, c'est un add-on, mais on reçoit beaucoup plus de CV. Okay? On a beaucoup de gens qui s'intéressent parce qu'ils voient l'impact, puis ils se disent, je vais aller travailler dans un milieu de travail qui est intéressant, il y a un certain engagement des employés, puis ça nous oblige aussi à avoir une certaine parité à l'interne. Le deuxième volet, c'est ce que j'appellerais le devoir social. Okay? Puis juste pour vous donner une couple de statistiques, là, on regarde ce qui se passe, mettons, au Québec, c'est assez alarmant. Là. On a des feux de forêt, on a des millions d'hectares qui ont brûlé. Entre 1970 et 2021, là, c'est 12 000 catastrophes naturelles qui sont arrivées dans le monde, qui ont coûté la vie à plus de 2 millions de personnes. Okay? C'est incroyable. Si on regarde l'accord de Paris, okay, où est-ce qu'il faut garder d'ici 2030 là, certaines cibles, dont pas augmenter la température de la planète à plus de 2 degrés, même idéalement 1,5-2 degrés. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut réduire nos GES de 30 à 45 % d'ici 2030. Puis il faut que notre émission de CO2 soit près de 0 en 2050. On est vraiment loin de là. L'année dernière, juste l'énergie fossile a augmenté son émission de CO2 de 1 %. Il y a 98 % de chances qu'une des 5 prochaines années soit une des années les plus chaudes. Donc, on batte encore des coups de chaleur, des années de record chaleur. Puis, il y a au-dessus de 670 millions de personnes dans le monde qui risquent d'avoir des problèmes de nourriture, fait que de mourir de faim d'ici 2030. Okay? Ce n'est pas des statistiques qui sont intéressantes, mais il faut quand même le réaliser. La dernière décennie, 2011 à 2020, ça a été la plus chaude en 125 000 ans. Okay? Puis notre concentration de CO2 n'a jamais été aussi élevée en plus de 2 millions d'années. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont eu la chance d'assister à une conférence de Grégoire Bergeron de la Banque de Montréal, qui est très passionné par tout ce qui est ESG et les engagements de la banque là-dedans. Puis Grégoire mentionne quelque chose de très intéressant. Okay? C'est facile pour nous de dire oui, mais nos parents ils auraient pu faire plus, puis la génération d'avant. Mais la génération avant nous, il n'y avait pas vraiment toutes les statistiques puis les vrais moyens pour mesurer puis d'être capable de... Aujourd'hui, vous pouvez sortir une donnée là, à Montréal, puis en dedans de 30 secondes, on a fait le tour du monde. Il n'y avait pas ces outils-là il y a 30, 40 ou 50 ans. Fait qu'aujourd'hui, on a tous les outils pour être capable de mesurer notre impact, puis on a un réel devoir d'agir. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, le secteur immobilier contribue à 40 % de toutes les émissions de carbone au monde. C'est énorme. Puis selon Pricewaterhouse, il y a juste 9 % des real estate execs that made a commitment to net zero greenhouse, to net zero. OK? Fait que malgré que c'est un secteur
qui bouge 40 de l'aiguille, OK? Il y a juste 9 des execs qui ont fait un commitment. Il y a seulement 20 des compagnies en immobilier qui ont créé une équipe puis un task force, OK, pour adresser ces enjeux-là. C'est alarmant. OK? Aujourd'hui, on s'attendrait que les statistiques que je vous parle, que ce soit 100 90 98 des compagnies en immobilier qui se disent « I gotta do my part ». OK? Fait qu'aujourd'hui, on parle de technologie, on parle de PropTech, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est le secteur immobilier en général a un énorme rôle à jouer dans ceci. Fait que, puis ce qui est intéressant de l'immobilier, c'est que souvent, on réalise de très, très grands projets, OK, avec relativement de petites équipes, OK? Parce qu'on fait affaire avec beaucoup de fournisseurs, beaucoup de sous-traitants. Pardon. Et donc, OK, nous, notre engagement là-dedans, c'est de prendre un engagement envers les générations futures, OK, de concevoir des projets immobiliers qui sont réfléchis autour de la nature puis pour demain, puis d'avoir un réel impact dans la communauté de demain. Et pour ça, je vais vous présenter notre projet Royalmount, puis je vais vous décrire certains des engagements qu'on a pris à ce niveau-là. Puis juste avant, on a une petite vidéo à vous faire jouer. Et voilà. C'est bon. Fait qu'on compte les dodos, OK? Et les plans que vous avez vus, bon, vous avez vu un avancement de la construction, où est-ce qu'on est rendu. Fait qu'effectivement, on ouvre à l'été prochain. Mais toutes les 3D que vous avez vues, là, on fait tout ça à l'interne pour s'assurer de la précision. Puis il n'y a absolument rien qui est de la bullshit là-dedans. Là. Même la grandeur des arbres est exactement selon les plans Revit. Vous avez vu la nature, OK, qui est notre premier pilier. Ça ressort dans notre projet. Il y a beaucoup d'éléments de verdure, mais c'est plus que ça. Là. On a décidé de faire un vrai parc. OK? Puis c'est quoi un parc? C'est pas genre une piazza où est-ce qu'on vient puis on met une plantation avec un arbre qui tient dans un bac. OK? On a 1,5 mètre de terre là, sous notre piazza pour que les racines puissent pousser, puis on a de la vraie végétation. Fait que ça, c'est le premier pilier qu'on a pris. Je vous dirais, on avait déjà ce pilier-là avant le COVID, mais le COVID, pour nous a fait porter plusieurs réflexions. Puis on a décidé de vraiment double down dans tout ce qui était nature puis sustainability. Fait qu'on a renforcé toutes nos initiatives au niveau dans le ESG, puis on a décidé d'en faire un projet 100% carboneutre certifié LEED Or, pardon. La communauté, qui est le deuxième aspect. Fait que communauté, pour nous, c'est l'impact qu'on a dans une communauté. Puis, tiens, on a un projet que, oui, on va avoir du luxe, oui, on va avoir des restaurants, mais on a aussi un H&M et un Zara. Là. Il y en a pour tout le monde. Mais pour nous, la communauté, puis le vrai luxe là-dedans, c'est que n'importe qui pourrait venir prendre le métro, OK?
parce qu'on construit une passerelle par-dessus des caries. Je vais vous montrer dans 2 petites minutes. Puis juste venir puis se faire un pique-nique dans notre parc, bien, c'est parfait. Okay? Ça n'a pas besoin d'être plus que ça. Mais on a besoin de créer des lieux de rassemblement, des lieux de communauté pour amener les gens ensemble. Puis j'ai passé par-dessus sur la première slide, mais on est une compagnie d'immobilier, mais notre mission dans la vie, c'est de créer des moments inoubliables à travers des relations humaines. Puis la façon qu'on fait ça, c'est de venir créer des environnements où est-ce que les gens peuvent se connecter, qui est notre 3e pilier. OK? Fait que connecter les gens. Au niveau de notre commitment qu'on a pris pour notre projet, fait que c'est plus de 77 millions qu'on a investi. OK? On a un site qui est 100% piéton. Ça veut dire quoi, 100% piéton? Il n'y a jamais aucune interaction entre l'humain et un auto. Puis comme on contrôle 100% de notre site, parce que là, on utilise peut-être 10% de la densité pour notre première phase, toutes les phases subséquentes qui vont venir s'ajouter au projet, bien, ça vient se faire d'une façon où est-ce que tout est réfléchi, tout notre stationnement est souterrain. Il y aura peut-être un petit peu de stationnement extérieur, mais en périphérie du site. Puis quand vous allez rentrer, là, vous allez être sur le site de Roundmount, vous entendrez, puis vous ne verrez jamais d'auto. Vous pouvez venir avec votre famille, vous pouvez venir avec une poussette, vous ne serez jamais stressé qu'un camion UPS vous frappe ou que quelqu'un vous klaxonne. Je vous ai parlé de la nature, on a plus de 450 000 plantations, okay, qui est un parc urbain de 77 000 pieds carrés, fait que plus de 2 heures. Puis c'est vraiment, on disait une piazza il y a quelques années, mais vraiment, c'est un parc qu'on fait. De l'eau, je vais vous en parler dans quelques secondes. On a évidemment un réseau de pistes cyclables, on a fait des toits blancs. Et je n'ai pas d'image pour vous le montrer, mais pour ceux qui connaissent le secteur, fait que de l'autre côté de l'autoroute des Caries, il y a le métro de la Savane. Et on est le premier développeur privé au Québec à se faire autoriser la construction d'un ouvrage par-dessus une autoroute. Okay? Ça nous a pris 5 ans d'approbation avec le MTQ. Fait que, vous avez vu notre valeur résilience, là, c'est pas pour rien. Mais on n'a pas lâché, puis c'est absolument important. Okay? On croit au transport en commun, mais je pense que le REM, c'est extraordinaire. Ça nous coûte au-dessus de 50 millions faire cette passerelle-là. On la redonne pour 1 $. Mais on pense qu'à terme, c'est 30 à 40 % de notre clientèle qui peut venir en transport en commun. C'est important. Les certifications, fait que Part Smart, Well, LEED. On y a pensé pendant notre projet. Là. Vous ne serez pas surpris, là, mais on est un projet privé. On a beaucoup d'extra coûts. Okay? Le marché de la construction a été tough. On a eu le COVID. Notre chantier a été arrêté 18 mois. On a eu l'inflation des coûts. On a eu les taux d'intérêt. On a tout pensé les solutions de value engineering. Tout. Okay? Puis à un moment donné, on est arrivé sur ce qui touchait un petit peu plus le volet agi de notre projet. Est-ce qu'on le coupe? T'sais, c'est des millions et des millions de dollars, là, juste une certification. Est-ce qu'on le coupe? Ben non. Okay? Parce que ça, il y a des valeurs fondamentales dans la vie. Puis ça, on s'est dit, we're not doing it. Comment on est carboneutre? On a une boucle d'énergie. Okay? Fait que, on a 150 puits de géothermie. Fait qu'imaginez un méga système là, d'eau tempérée. Okay? Si vous avez des questions là-dessus, vous pourrez venir nous voir après, mais honnêtement, Patrick est bien plus intelligent que moi pour vous l'expliquer. Mais en gros, c'est que... Puis ça, c'est assez unique okay, dans le commerce de détail parce que typiquement, on a 170 locataires dans notre phase. Puis vous pouvez vous imaginer, là, on a quelques majeurs quand même. Un Zara qui a 35 000 pieds, un H&M. Ces joueurs-là mondiaux, ils sont habitués my way or the highway. Okay? Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent, puis tout ce qu'ils veulent négocier, ils l'ont. Même nos marques de luxe, c'est la même affaire. Puis là, on est arrivé et on leur a dit non, nous, c'est non négociable. Puis tout le monde va être sur le même système. Okay? C'était nouveau. Il n'y a à peu près aucun de ces locataires-là qui est connecté sur une boucle d'énergie, mais on n'a pas lâché. Puis à l'ouverture, ça va être 25 % d'économie d'énergie pour nos locataires. Puis la beauté, c'est qu'on a toute l'infrastructure pour connecter nos phases futures. Puis à terme, c'est probablement 50 % d'économie que nos locataires vont avoir. Au niveau de l'économie de l'eau, OK? Fait qu'évidemment, il y a tout ce qui est contrôle de débit, là, puis faible débit, double flush, ces affaires-là qui nous permettent d'économiser 10 millions de litres. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on récupère toute notre eau de pluie, okay? Puis on fait 100 % de notre irrigation, 450 000 plantes, là, ça prend de l'eau. Okay? Fait qu'on est 100 % autonome dans notre irrigation de nos plantes. Encore là, beaucoup d'économies, là, c'est au-dessus de 5 piscines olympiques qu'on sauve avec ça, puis un impact direct. Fait que là, vous avez vu le volet marque employeur, vous avez vu le volet devoir social, comment s'impliquer.
Maintenant, c'est un projet retail. OK? On a 170 détaillants là-dedans. Pourquoi une stratégie, mettons, ou des commitments ESG peut avoir un impact? OK? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le Fashion Pack? Ça, je serais étonné. Ah, OK, quand même. Fait que le Fashion Pack, ça a été mis en place par Kering. Qui connaît le groupe Kering? Qui connaît Gucci? OK, quand même. Fait que Gucci appartient au groupe Kering. OK? Fait qu'il y a plusieurs maisons dans le luxe. Puis je vous parle beaucoup de luxe parce que c'est un peu les trendsetters. Quand eux, ils le font, mais après ça, il y en a beaucoup d'autres qui suivent. Fait que le groupe Kering, vous pouvez penser aux maisons, tu sais, Bottega, Balenciaga, Saint-Laurent, Gucci, etc. Plusieurs de ces marques-là vont être à Royal-Mount. Je vais vous donner l'exemple d'une rencontre qu'on a eue il y a à peu près 2 ans à New York. OK? On arrive, on a tous les présidents des marques. Puis là, on est là pour présenter Royal-Mount. Puis ils nous disent, écoutez, nous, Kering, on vient de s'embarquer dans le Fashion Pack. OK? Fashion Pack, ça vise 3 trucs. Ça vise la biodiversité, protéger les océans, puis de s'assurer que tous leurs magasins en placement puis leurs bureaux chefs utilisent de l'énergie renouvelable. OK? Fait que, bref, c'est aligné avec des buts ESG. Ils nous disent, nous, maintenant, dorénavant, chaque projet qu'on regarde, il faut que ça coche toutes les boîtes. OK? Fait qu'on pourrait avoir le meilleur deal au monde, le meilleur emplacement au monde, il faut que ça coche nos boîtes ESG. Mais pendant 1 heure, tout ce qu'on a parlé, c'est de notre boucle d'énergie puis des programmes qu'ils ont fait. On n'a même pas parlé tant que ça de notre projet. Puis finalement, you know what? Bien, on les a signés, ces transactions-là. C'est hyper important. Puis l'inverse est aussi vrai. On a eu des locataires qui nous ont dit, moi, honnêtement, c'est un deal breaker. Je ne viendrai pas parce que je veux mon HVAC rooftop typique là, que vous connaissez probablement. OK? Puis on leur a dit, bien nous, c'est un deal breaker. Puis ça, je vous parle avec un des détaillants qui est un des top 5 détaillants dans le monde. Mais il a fallu prendre cette position-là. Puis finalement, il a dit, OK, je vais embarquer dans votre système. Ensuite, il y a le financement. OK? Je dis, plus grand projet immobilier privé au Canada veut aussi dire on a besoin d'argent, on a de l'équité, mais ça nous prend beaucoup de financement. C'est le plus grand financement immobilier privé au Canada. OK? À Montréal, là. C'est extraordinaire. Là. Souvent, on oublie Montréal, like Mexico of the North, mais on accomplit des grandes choses. Donc, on a un syndicat de 7 banques, OK? Qui est assez extraordinaire. Puis, je vous dirais, ce qui nous a pas sauvés, mais qui a été vraiment porteur dans le financement de notre projet, c'est que, puis c'est pas une surprise pour personne, mais l'allocation du capital s'en va vers, il faut que je coche ma boîte, du rapport ESG, puis des trucs comme ça. Pour vous donner une idée, Banque de Montréal, OK, a comme mission que d'ici 2050, tous les projets qui financent soient net zéro. On a une couple d'années en avance, OK? Mais ça l'a fait une énorme différence. Puis moi, je vous dirais l'impact que je pense que ça va avoir, puis on a beaucoup de discussions avec des banques, là. Financer un immeuble type, OK, qui n'a aucune stratégie ESG ou qui n'a aucun impact sur tout l'environnement, là, dans ce cas-là, ça sera presque plus possible d'ici quelques années. OK? Il va falloir avoir des plans de décarbonisation, il va falloir faire un impact. Je reviens à ma stats de tantôt. 40% des émissions viennent du secteur immobilier. Notre rôle à jouer est hyper important. Puis même quand vous parlez avec les senior exécutifs des banques, ils vous disent en ce moment, avec le gouvernement, c'est des carrot or the stick. En ce moment, c'est des carrot. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut même avoir des fois des conditions un peu favorables, okay, quand on rencontre certains critères. Mais moi, je ne serais pas surpris d'ici quelques années si c'est le gouvernement qui oblige, okay, les banques à instaurer ces critères-là. Fait que, bref, nous, ça nous a permis de passer à travers le financement. Ça nous permet aujourd'hui de regarder des solutions super créatives pour un financement à long terme, parce qu'évidemment, on a un financement de construction, puis il va falloir avoir une sortie de ça éventuellement. Pardon. Et parlant de sortie, il y a aussi l'impact sur la liquidité. Okay? Fait que qui est l'acheteur d'une propriété qu'on développe, que ce soit un projet locatif, whatever. Dans notre cas, nous, c'est locatif. C'est un énorme projet. Ça se pourrait qu'un jour, un de nos partenaires veuille se diluer ou veuille vendre, etc. Puis là, je vous ai mis une quote de Blackstone, mais honnêtement, ça pourrait être n'importe quel investisseur aujourd'hui sur la planète. Okay? Une des premières affaires qu'il va regarder, c'est quel est l'impact de ce projet-là dans mon portefeuille. Puis ensuite de ça, on va regarder la valorisation de l'actif. Puis dans la valorisation de l'actif, il
il y a le financement, puis je vous ai parlé que ça aide, puis on peut avoir des meilleures conditions parfois. Puis l'autre impact que ça a, c'est sur notre cap rate. OK? Fait que vous êtes probablement familier avec la mathématique de l'immobilier, mais il y a un impact. OK? Il est difficile à quantifier, c'est dit 0,25, 0,5, whatever it is. Mais il y a définitivement un impact dans la valorisation des actifs. Bref, ça fait un petit peu le tour. On va prendre des questions si jamais il y en a. Ça veut dire quoi, ça? Ah. Merci. Super présentation, Nicolas. Je vais briser la glace pour la première question. J'ai eu l'impression que tu as parlé beaucoup des coûts du fait de mettre ESG, mais il y a quand même beaucoup d'économies de coûts, de rentabilité qui peut quand même être aller chercher en mettant des systèmes d'économie d'énergie, de récupération d'eau, puis tout ça. Peux-tu en parler un petit peu plus sur cet aspect-là? Oui, en fait, c'est un très bon point, Robert. Fait que si je regarde, mettons, notre boucle d'énergie, OK? Fait que notre boucle d'énergie, elle nous coûte environ 30-35 millions. Puis là, de la façon, nous, qu'on le justifie, OK, c'est que dans le fond, nous, notre locataire, ça va être assez unique, mais lui, il va avoir un sous-compteur hydro pour, mettons, ses lumières, OK, puis son énergie dans son magasin. Puis nous, on va charger de l'énergie, fait qu'un BTU, un volume qui va tirer de notre boucle d'énergie. Puis là, fait qu'on devient, dans le fond, nous, un genre de fournisseur d'énergie, OK? Puis même en chargeant 25 ou 30 de moins que ce que ça leur coûterait s'ils étaient sous un système standard, mettons en HVAC, OK? Ça nous permet, nous, d'avoir un plan d'affaires, fait qu'un PNL, mettons, qui justifie notre investissement de 30 millions. Fait qu'à ton point, il y a un retour sur ça. Fait que dans notre cas, c'est vraiment un win-win. Parce que non seulement on a le plan d'affaires qui justifie, mettons, l'investissement de notre 30 millions, puis de l'autre côté, on a notre locataire qui, lui, au lieu d'écouter, mettons, je vais faire juste un exemple avec un chiffron, 4 $ le pied carré, OK, en énergie, ça va peut-être y en coûter 3. Mais c'est dur d'aller tout chercher, sauf que normalement, ce dollar-là, comme ça ne coûte pas, bien, soit c'est une économie, puis il est content, puis ça va dans son pro-forma, ou nous, on essaye d'aller le chercher en loyer net pour augmenter la valeur de notre bail puis de notre actif. Fait qu'il y a toute une mathématique autour de ça, mais effectivement, il y a beaucoup de coûts. Puis dans un système qui peut à terme s'améliorer, parce que vous pouvez vous imaginer, probablement, ça n'arrêtera pas à la phase 1, bien, plus notre système devient économique, plus notre plan d'affaires sur la boucle d'énergie devient intéressant. Puis on va l'opérer nous-mêmes. OK, merci. Très belle présentation. Je retiens un chiffre, les 40% de dégagement des gaz à effet de serre. Et je pense aussi que le processus de construction contribue beaucoup à ce dégagement des gaz-là. Quelle initiative prenez-vous pour que vos partenaires, que ce soit en ingénierie, en construction, en architecture, entreprennent des mesures plus conciliantes avec les défis de l'environnement? C'est une très bonne question. Puis je te dirais même, construction contribue, puis démolition avant la construction contribue. Fait que nous, c'est un site industriel. On avait plusieurs bâtisses, OK? On a recyclé 93 % des matériaux dans notre bâtisse industrielle. Puis au point de Robert, sur y a-t-il un business case là-dedans? Notre coût de démolition, on avait 2 choix, OK? On ne sauve aucun matériau, puis ça nous coûte, mettons, je vais dire n'importe quoi, 1 million de dollars. Puis la mathématique, quand tu recycles tout, OK? Ça t'en coûte comme 300 000. Parce que la personne qui recycle, lui, il fait de la déconstruction, puis il se revient de bord, puis il le revend. Il le revend à moindre coût, mais ça reste que c'est quand même un offset sur le coût. Au niveau de la construction, c'est un bon point. Fait qu'on prend en considération les matériaux. Nous, chez Carbon Léo, on a une vision hyper long terme, puis nos investisseurs aussi. On ne fait aucun projet pour le revendre. Okay? On fait des projets pour les détenir long terme. Fait que le choix des matériaux est pris en conséquence. Puis il y a aussi il y a beaucoup de recyclage puis de tri des matériaux à la source. D'ailleurs, je fais juste une parenthèse qui n'a pas rapport à Carbon Léo, mais j'ai 2 frères, moi, dont un qui a une entreprise qui s'appelle Excavation des Ourdis, puis ils font du tri à la source. C'est dans les cantons de l'Est, puis il est rendu avec, je ne sais pas, 50, 60, centaines de containers qu'il met partout sur les sites de construction, puis je pense que ça fait partie du futur. Puis l'autre chose que je pense, c'est juste mon opinion personnelle, mais
une meilleure conception, OK? Il y a beaucoup de déchets en construction. Il y a beaucoup de déchets. Fait être capable de mieux gérer ça, une meilleure conception pour réduire les déchets. Fait que nous, on a la chance d'avoir des centaines de professionnels qui travaillent sur nos équipes, des modèles BIM, comme tout est assez coordonné. Mais la gestion des déchets, ça vaut pour beaucoup. C'est bon? Ou une autre question? Hein? Merci pour la présentation. Puis félicitations pour la passerelle aussi. J'ai déjà travaillé dans la firme qui a travaillé sur la passerelle. Je sais que ça a été un long processus. Ma question était, pour un projet avec de tant d'envergure, d'autant de potentiel, la question du résidentiel dans un projet comme ça, comment que ça rentre en compte dans la stratégie de développement, peut-être plus au début, dans la période de conceptualisation, puis comment ça rentre en compte maintenant, comment que ça a évolué dans le temps? Bonne question. Fait que ce qu'on a fait, nous, au départ, c'est qu'on a beaucoup appris. Okay? Fait qu'on a été impliqué dans le 10-30 à travers plusieurs années. Puis le 10-30, c'est une super propriété, mais c'est 3,2 millions de pieds carrés locatifs sur 9 millions de pieds carrés de terrain. Ça a été développé en plusieurs phases, par différents partenaires même, par moment. Puis on a plein de rues puis d'infrastructures, ce qui fait qu'en toute honnêteté, c'est dur d'avoir comme une cohésion à travers tout le site. Là, on y travaille, puis tranquillement, ce qu'on va développer, on va amener ça. À Royal-Mount, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment on peut réfléchir le cœur du projet, OK? Puis qu'après ça, chaque artère vienne se lier. Fait que la façon qu'on a bâti notre projet, puis la passerelle, c'est un bon exemple, mais tu sais, même, on élargit Côte-de-Liesse, ça nous coûte 20 millions. On élargit l'avenue Royal-Mount. On fait 100% des infras au niveau de tous les services, des accès, ce qui va nous permettre de densifier notre projet après, beaucoup en hauteur, parce que là, on n'est pas très dense en hauteur, là, comme 2-3 étages parfois. Puis en ce moment, on est zoné pour tout sauf le résidentiel à Royal-Mount, d'où ta question. Fait que c'est une démarche qui est longue. Ça fait des années qu'on y travaille. On a encore très bon espoir. Surtout le fait que là, le projet il est à veille d'ouvrir. Là. Fait que ceux qui étaient contre le projet, ben, ils ne peuvent plus être contre parce que le projet il est fait. Et c'est juste un naturel. T'sais, quand on regarde le manque de logement qu'il y a à Montréal, si vous étiez pour laisser une pine tomber sur le milieu de l'île de Montréal, là, c'est exactement au coin de la 15 puis de la 40. Puis on est connecté au transport en commun. Puis, tu sais, il y a beaucoup de concepts qui ont parlé de la ville 15 minutes, là, de Happy City, là, de la ville 15 minutes. Mais nous, on pense que c'est même la ville 5 minutes, le futur. OK? Parce que les gens, ils n'ont plus de temps. T'sais, si je vous demandais à tout le monde, là, s'il y a une baguette magique, il y a un génie qui sort d'une lampe, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans la vie? Là? Je gage qu'il y en a 50% qui diraient « Moi, j'aimerais ça avoir plus de temps. OK? » Puis, on n'a jamais été autant connecté, autant facilité de transport, de ci, de ça, mais on en fait juste comme plus. On voudrait plus de temps. Fait que plus on est capable de regrouper tous les services puis qu'est-ce qui vient bonifier la vie des gens, bien, ça crée un environnement mixed-use. Puis nous, on pense qu'on est en train de livrer ce qui serait comme l'expérience ultime d'un mixed-use. Fait que oui, on veut du résidentiel à Royal-Mount. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.